Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire du réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes consacré à la Palestine hier et aujourd'hui avec Xavier Guignard, politiste et spécialiste de la Palestine et du Moyen-Orient et que nous remercions chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Alors nous vivons dans une période qui est très sombre pour l'histoire de la Palestine. Alors que plus de 2 millions de Palestiniens à Gaza subissent une guerre d'anéantissement qui menace leur existence même quotidiennement, alors qu'en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, plus de 3 millions de Palestiniennes et de Palestiniens font face à la pire période de violence de la part des colons israéliens et de l'armée israélienne, avec une accélération de la politique de colonisation et d'apartheid. Alors que la France, par la voix du président Macron, a annoncé vouloir avancer vers une reconnaissance de l'État de Palestine, il est aujourd'hui plus que jamais essentiel d'essayer de comprendre de quoi on parle quand on évoque la Palestine et le peuple palestinien, et de se placer du point de vue de cette histoire vue par les Palestiniennes et les Palestiniens. Je citerai l'historien palestinien Elias Sambar, qui écrivait récemment dans un article, dans un livre, ce que la Palestine a apporté au monde, qu'il existe trois traits fondamentaux de l'être palestinien. Exil, absence, invisibilité. Je le cite, il dit, supposé n'avoir jamais existé en tant que peuple, n'avoir jamais porté de nom, les Palestiniens vivront la terrible conséquence de ce qui leur a été advenu, hors du lieu, hors du temps. Dès lors, l'obsession politique de ces absents sera de ramener à la vie leur nom et celui de leur terre. Donc aujourd'hui, on va, dans cet esprit, se poser la question non seulement de l'identité palestinienne, ce que ça veut dire d'être palestinien ou d'être palestinienne, mais aussi s'interroger sur la structure de la société, s'interroger sur ce qui traverse la société palestinienne contemporaine, et aussi s'interroger sur les forces politiques en présence. On aura d'abord un exposé de 40 à 45 minutes avec Xavier Guignard, puis je lui poserai une ou deux questions, et enfin, nous ouvrirons le débat avec les participants et les participantes au webinaire. Donc, je passe la parole à Xavier Guignard. Merci beaucoup. Merci Frédéric et merci à toutes et tous d'être là ce soir. Alors, de mon côté du miroir, il est un peu plus de 21 heures, mais je me mets au diapason. Je me suis connecté 1 heure trop tôt tout à l'heure en croyant qu'on était sur le même fuseau. Non, je suis ravi de votre invitation. Comme ça a été dit en préambule, si tout le monde n'est pas familier de ce que c'est que le rare et que vous voulez prendre 1 minute pour représenter maintenant ou dans le débat, je vous laisse tout à fait la place. Mais en tout cas, merci pour cette invitation. Je te laisse la place, Frédéric, si tu veux parler ou sinon j'en. Non, je pense que tu peux enchaîner. Si Très jamais bien. des gens ont des questions après, à la fin du webinaire pour le rare, on prendra ce petit moment-là. Merci. Non, non, alors un triple grand merci. Le premier, évidemment, c'est que c'est toujours un plaisir de pouvoir parler de nos travaux, même si les temps sont plus que terrifiants. Le deuxième, c'est que on a eu l'occasion d'échanger il y a quelques semaines en amont de cette discussion et que je suis ravi d'avoir un autre espace militant qui se pose des questions que je ne me pose pas forcément et avec qui la discussion va prendre un autre sens pour moi. Et donc, je suis ravi à cette occasion d'être invité par le rare. Et puis, je suis enfin ravi que vous ayez thématisé cette question depuis, quelque part, depuis un point de vue à hauteur d'hommes et de femmes, en disant qu'effectivement, on allait parler de l'histoire de la Palestine, mais surtout l'histoire de son peuple, de sa population, de son identité, de ce qu'elle a traversé, de ce qu'elle est aujourd'hui, politiquement et socialement. Parce que c'est un pari qui me tient à cœur de ne pas revisiter l'histoire palestinienne que par les grands hommes, mais de pouvoir avoir voilà, cette multitude d'existences palestiniennes à travers le siècle passé. Et donc à ce titre-là, un triple merci et peut-être pour rentrer assez rapidement dans l'exposé, et je vais avoir hâte dans 40 à 45 minutes de vos questions. Une partie de la discussion est partie d'un livre que j'ai sorti avec une graphiste il y a maintenant 2 3 mois qui s'appelle Comprendre la Palestine et qui fait ce pari justement de revenir sur
un siècle d'histoire palestinienne à hauteur d'hommes et de femmes. Alors, le point de départ du livre n'avait pas du tout été le 7 octobre, hein. Ce livre, on l'avait pensé bien en amont. Et comme nombre de chercheurs, je peux être très lent à rendre mes manuscrits. Le point de départ, ça avait été le plan Trump de 2020-2021. L'envie de le comprendre, parce que c'était un document extrêmement dense, d'une près de 200 pages, qui avait un volet économique et un volet politique. Et j'étais régulièrement invité à en discuter. Et puis, je me suis dit que ça valait le coup de l'illustrer. Et puis, ça a été le point de départ d'une une grande réflexion sur cette histoire palestinienne. Et cette histoire palestinienne, alors on a volontairement fait commencer tournant du 19e, début 20e avec quelques pages, mais surtout, on prenait au mot l'expression de Trump du deal du siècle, en revenant à l'époque où il le pense, disons début des années 2020, à ce qui s'est passé depuis 1920, et donc depuis la création du mandat britannique. Et donc c'est la période dans laquelle je vais m'inscrire là, même si je vais tout de suite faire un premier accro à ce que je viens de donner comme cadre, puisque tu as parlé de la question de l'identité palestinienne. Et un des mythes qui colle à cette identité, et ce qui a été rappelé par Elias Sambar, c'est que c'est une identité politique réactive qui s'est dressée soit contre le mouvement sioniste, soit contre le mandat britannique. Alors, il y a une composante qui est juste, c'est que la trajectoire particulière que va prendre le nationalisme palestinien tout au long de la première moitié du XXe siècle, elle est évidemment informée de cette situation particulière par rapport aux autres nationalismes conjoints qui vont être jordaniens, libanais et syriens, donc d'autres trajectoires de pays qui vont être sous le double mandat britannique et français. Mais c'est pas la raison d'être, c'est pas le lieu de naissance, cette opposition d'un nationalisme palestinien. D'autres historiens, alors je suis sociologue, donc d'autres historiens le font beaucoup mieux que moi, mais ont retracé l'émergence de ce phénomène-là. Et comme tout phénomène identitaire, il est difficile à matérialiser, il est encore plus difficile à dater. Mais disons que le nationalisme palestinien contemporain s'inscrit d'abord dans une grande dynamique régionale qu'on appelle la Nahda, qui est l'éveil, la renaissance intellectuelle du monde arabe, alors qu'il y a plusieurs pans. C'est à la fois une résurgence des formes contemporaines de l'islam politique qui ne sont pas sans faire débat ces jours-ci en France à travers la publication du rapport, mais il y a des formes renouvelées, modernisées, on va dire, de pensée de l'islam politique, mais d'autres formes d'idéologies qui vont émerger. Donc la structuration d'une idéologie très contemporaine, en fait, qui se pose la question de l'État dans des pays où on est encore, enfin, dans des territoires où on est encore pour beaucoup sous domination soit impériale, soit coloniale. En ce qui nous intéresse là, on est dans l'Empire ottoman. Donc ça, c'est disons, le cadre intellectuel, culturel très large dans lequel vont s'inscrire pardon, des mouvements de prise de conscience, d'identité politique nationale. Mais surtout, en fait, s'il y a un élément réactif du nationalisme palestinien, il se fait d'abord et contre tout l'Empire ottoman. Et alors, pour vous donner une matérialité de cette question-là, je vais aller prendre un exemple qui est très loin. On va faire un détour par l'Amérique du Sud où vont arriver, j'en reparlerai tout à l'heure, mais des grandes vagues d'immigration palestinienne entre la fin du 19e et le début 20e. C'est des vagues d'immigration palestinienne qui, elles, n'ont rien à voir ni avec l'existence du mandat britannique, ni avec l'arrivée des premiers migrants sionistes en Palestine, mais en fait qui ont à voir avec une transformation du code administratif ottoman, qui va viser plusieurs sujets, dont l'un d'entre eux va être l'ouverture de la mobilisation militaire des jeunes issus des minorités. Et donc, on a notamment un grand départ de Palestiniens de trois villes ou villages, Bethléem, Béjala et Beth Sahour, qui existent toujours aujourd'hui. Bon, Bethléem, ça c'est peu de doute, et qui vont assez massivement prendre le chemin de l'exil. Et il n'y a pas de récit complètement arrêté sur la raison du pourquoi l'Amérique du Sud. Il y a plein de trajectoires différentes. Plein de raisons différentes. Il y en a qui ont commencé à poser l'hypothèse d'une erreur d'acheminement entre quand ils arrivaient pour prendre les bateaux vers les Amériques et qui se retrouvaient dans l'Amérique du Sud et pas l'Amérique du Nord. Plus prosaïquement, il y avait déjà quelques communautés libanaises, syriennes qui étaient là-bas.
Toujours est-il qu'il y a eu un effet de drainage d'une fraction de la population palestinienne qui se retrouve en Amérique du Sud. Pourquoi j'en parle? Parce qu'au moment où ils arrivent, on est totalement encore dans l'Empire ottoman et donc les papiers dont ils disposent sont des papiers ottomans. Et donc leurs passeports sont des passeports, des cartes d'identité, des pièces d'identité ottomans et donc on les appelle, quand ils arrivent en Amérique du Sud, les Turcos, les Turcs. Et il y a une mobilisation dès cette époque-là, et chez les Palestiniens, et chez les Libanais, et chez les Syriens, pour revendiquer leur identité nationale, en dépit de l'existence de l'État, contre cette appellation, et vont se forger très rapidement, avant même les années 20, des clubs. Alors, plus tard, on connaîtra le club Palestino, qui est un club de foot chilien qui existe encore et qui est très connu. Mais avant ça, il y a des clubs de socialisation, des clubs de notabilité qui vont se former dans les régions d'émigration levantine en Amérique du Sud et qui vont se faire autour de ces identités nationales. Alors, si je fais ce grand détour, c'est pour tenter de trouver un élément qui me semble assez peu discutable de ce que je ne suis pas le seul à avancer. Hein. C'est Rachid Khaldi, notamment dans son livre sur l'identité palestinienne, qui pose cette thèse hein, de l'identité palestinienne en réaction ou en construction réactive à la domination ottomane. Et donc, comme premier effort d'émancipation de la population indigène palestinienne contre cette tutelle-là. Ça va se cristalliser, je le dis, hein, de cette zone floue de la fin du deuxième siècle jusqu'aux périodes plus contemporaines. Ça va être accompagné d'un point de vue très technique par l'émergence d'une presse écrite palestinienne. D'ailleurs, un des premiers journaux s'appelle Félastine, il ne s'appelle pas Ottoman. Alors, il y a un journal qui s'appelle Jérusalem, à Quds, mais il y a d'ores et déjà, dès les années 20, un journal qui s'appelle Palestine. Va y avoir des publications, donc presse écrite et livres, la fondation de premiers partis politiques palestiniens, et donc qui existe dans une volonté d'émancipation, dans une volonté d'autodétermination, qui préexiste le mandat britannique et l'arrivée des premiers vagues de migration sioniste. Alors, ceci étant posé, il est évident que le rapport avec les autorités de tutelle britanniques et la confrontation avec le projet sioniste vont modeler très largement à la fois ce contre quoi se mobilise la population indigène palestinienne et dans cet échange, dans cette dualité, parce que nos identités sont aussi façonnées par cette rencontre avec l'altérité. Ça se fait avec une double altérité à cet endroit-là, vue comme exogène, et contre qui va se cristalliser une grande partie des tensions, des mobilisations et puis des affrontements entre les années 20 et 1948. Donc cette trajectoire de l'identité palestinienne, elle va acquérir sa singularité, elle va acquérir une forme particulière d'existence par cette expérience-là, mais elle leur préexiste. Et donc, elle est également traversée par les mêmes courants que les pays avoisinants. C'est-à-dire qu'il y a ce balancement pardon, entre les attachements très locaux, parfois même à l'échelle urbaine, cet attachement à l'échelon national, les identifications panarabes ou pan-islamique. Et cette identité, et là, la façon dont je l'aborde, elle est absolument pas différente en tant que sociologue de la façon dont je peux l'aborder dans d'autres endroits. Elles sont cumulatives et elles permettent elles sont ressorties à différents moments de l'existence, de la confrontation, du dialogue, de la rencontre. On peut tout à la fois se définir ou se adhérer à une identification pan-islamiste, voire dans certaines mesures pan-arabe, et en même temps développer ce sentiment national qui va être extrêmement vif au fur et à mesure des premières 3 décennies dont je vais vous parler, 1920-1950. Donc ça, c'est le cadre général. Est-ce que on est palestinien? En fait, est-ce qu'avant d'être palestinien, on était un arabe comme un autre et qu'on est devenu palestinien pour entraver le projet de la création de l'État d'Israël? Ma réponse est non.
Est-ce que la création d'Israël et préalablement la tutelle du mandat britannique a façonné le nationalisme palestinien? Oui, la réponse est oui. Et donc on est pour reprendre l'expression qui a été employée au début, on est sur cette ligne de crête quand on définit l'identité politique, parce qu'on ne peut pas faire fi de ce qu'elle va rencontrer dans les premières années de sa cristallisation, mais en même temps, elle n'en est pas purement redevable. Alors, la société palestinienne dont on parle à ce moment-là, et sur lequel on a pu échanger, c'est une société qui est extrêmement fracturée en termes de classe sociale et d'abord d'une opposition entre des mondes ruraux et une élite urbaine qui est beaucoup plus à même de circuler dans la région. Alors, ce qui paraît aujourd'hui impensable, mais l'était tout à fait accessible à l'époque quand on est un riche marchant à Haïfa ou à Naplouse, se rendre à Damas, se rendre à Beyrouth ou à Tyr dans le sud du Liban est beaucoup plus accessible parfois que de se rendre dans des campagnes à quelques dizaines de kilomètres parce qu'il y a une interconnexion des élites urbaines de ces anciennes provinces de l'Empire ottoman qui partagent la même langue, qui partagent à très peu de variations près le même dialecte, qui ont une trajectoire historique commune de cette période de la domination ottomane. Et donc, il y a une vraie circulation de ces élites-là, alors qu'en parallèle va exister une société rurale extrêmement ancrée, éloignée des centres-villes, dont l'accès à l'éducation, à la presse écrite est beaucoup plus compliqué. Et puis, on a une troisième catégorie de la population, mais alors sur lequel moi j'ai encore moins travaillé, qui a été le travail d'un de nos collègues qui s'appelait Cédric Parizeau, et de beaucoup d'autres, mais ça a été toute la population bédouine qui traverse le sud du pays. Donc en arabe, on appelle Naqab, qu'en hébreu, on appelle Negev, et qui sont des populations qui vont évoluer entre le Sinaï égyptien et la péninsule arabique, en passant par le triangle sud de la carte, toute la région désertique articulée principalement autour de Beersheba, parce qu'il y a guère autre lieu à l'époque de sédentarisation. Et donc, ce sont les composantes sociales de cette société palestinienne préexistence de l'État d'Israël en 1948, au moment où le mandat britannique s'implémente. Et cette diversité sociale, qui n'est pas unique en son genre, mais qui va informer les différentes façons dont les Palestiniens vont se positionner par rapport à la fois à l'édification du mandat britannique, la mise en application de sa règle et de son pouvoir, et de sa perception du mouvement sioniste. Alors, je vais reprendre notamment les deux premières catégories qui vont être le plus faciles à distinguer. Les élites urbaines vont avant tout se mobiliser contre le mandat britannique, mais pas du tout dans un affrontement ni physique ni polémique. Ça va être très intellectuel comme mode de mobilisation, sur la foi d'une existence des institutions mandataires comme obstacle à l'autodétermination qui est souhaitée par cette élite politique et intellectuelle naissante. Et donc, il y a une mobilisation qui se passe d'abord contre l'existence et la présence des Britanniques en Palestine mandataire. Alors que pour la population rurale, la mobilisation, elle se fait d'abord dans la rencontre avec l'altérité sioniste, puisque ce sont eux qui vont être confrontés à l'émergence des kibbutz, mais plus que ça, la plupart de ces paysans ne sont pas propriétaires de leurs terres, ils travaillent, ce sont des travailleurs agricoles, leurs propriétaires ne sont pas toujours résidents en Palestine, il peut y en avoir qui sont à Damas, au Caire ou à Beyrouth. Donc, durant la première alia, quand il y a eu un transfert de propriété entre ces propriétaires terriens et les nouveaux arrivants sionistes, il n'y a pas du tout eu de difficulté sur le terrain parce qu'en fait, c'était assez transparent, assez peu provocateur de changement pour ces paysans, pour ces travailleurs agricoles. Ce qui va être marquant pour eux, c'est quand va y avoir une mobilisation au sein du mouvement sioniste dans le Yeshuv pour commencer à travailler la terre, c'est-à-dire pour commencer à exploiter les propriétés terriennes récemment acquises. Et donc, il va y avoir un remplacement de la main-d'œuvre palestinienne ou une concurrence, en tout cas, sur ce marché de l'emploi qui est un marché extrêmement informel, pas du tout encadré. Et donc, c'est à ce moment-là que, du point de vue
paysans palestiniens, il y a une prise de conscience de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a l'arrivée d'une population qu'ils ne connaissaient pas jusqu'alors, dont ils ne comprennent pas forcément les tenants et les aboutissants du débat, de la situation en Europe. C'est vraiment une confrontation, je dirais, à l'échelle du lopin de terre, et qui va déclencher, là pour le coup, les premiers mouvements d'affrontements armés entre les populations palestiniennes euh, et sionistes à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que les premiers corps militarisés au sein du Yishuv vont être les corps de protection des kibbutz et de ces communautés agricoles. Et donc, ça va être les premiers lieux d'affrontement avec les mouvements paysans. Et mouvements paysans, qui là, je refais un saut sur leur propre société, vont au début avoir beaucoup de difficultés à transmettre leur réalité, leurs affrontements, leur politisation par le bas à l'élite urbaine qui n'est pas très au fait, pas forcément très sensible à ce qu'ils traversent. Ça va prendre un peu plus d'une décennie pour que cet échange entre communautés urbaines et rurales autour de ce qu'ils sont en train de traverser collectivement, mais sous des formes extrêmement différentes, trouve un espace de dialogue. Un des exemples régulièrement cités pour expliquer à quel moment va se cristalliser la rencontre de ces deux dynamiques nationales. C'est l'exemplarité du kéfier comme symbole palestinien. Le kéfier est un vêtement traditionnellement paysan qui est partagé par l'ensemble des habitants sédentaires ou bédouins de la région, avec des différences minimes de broderie ou de couleur. Mais globalement, son opposition, c'est le tarbouch, donc la coiffe rouge ottomane urbaine. Et les premiers paysans qui trouvent refuge quand ils sont recherchés par l'armée britannique en ville sont très facilement identifiables parce qu'ils portent sur eux la trace de leur exogénéité, la trace du fait ils appartiennent pas à ce tissu urbain. Et il va y avoir une mobilisation au sein des élites urbaines palestiniennes pour abandonner le tarbouch, à la fois comme symbole ottoman qu'on laisse tomber, et pour adopter le kéfier dans une forme d'uniformisation vestimentaire masculine, en l'espèce, pour rendre plus difficile la distinction d'appartenance de classe au sein de la population palestinienne, qui était un des critères d'identification pour la police britannique. Bon, c'est évidemment pas sur un exemple qu'on base le rassemblement des forces au sein de la communauté nationale naissante palestinienne, mais ça en dit quelque chose sur le fait que ce dialogue a été particulièrement long, pas toujours simple, parce que le tropisme de classe et la distinction de classe qui était très forte et très prégnante va peser sur la capacité, notamment des élites politiques, à prendre en compte ce que traverse une partie de la population palestinienne. Et puis, cette distinction, elle va se poursuivre à plusieurs égards, et notamment si on fait un tout petit saut et qu'on arrive un peu plus tard, quand se cristallise l'opposition et au plan de partage enfin, d'abord l'encadrement des différentes grandes révoltes, notamment la grande révolte de 36, l'émergence d'une scène politique palestinienne autour de partis bien identifiés. En fait, cette élite palestinienne, elle va finir en partie, pas complètement, mais en partie, par fuir le pays. Euh, Jacques, environ un peu moins de 10% de la population palestinienne considérée comme ayant été chassée au moment de la Nakba. Quand je dis considérée, c'est pas du tout que je remets ça en question, c'est que l'échelle varie entre 700 et 900 000 individus. De là où je me situe, j'ai une incapacité totale à savoir quel est le bon chiffre. Et donc, par habitude, je tranche la poire en deux et je parle entre 750 et 800 000. Et donc, sur ces 750 à 800 000 Palestiniens, il y en a à peu près 70 000 appartenant aux élites politiques et économiques qui vont profiter à la fois de la circulation interurbaine dans la région dont je vous ai parlé, euh, pour s'installer à l'étranger, soit avec le fruit d'un commerce, soit le fruit de la vente de leurs terres, parce que ça, c'est marginal à l'échelle de tout ce qui a été, de toute la dépossession, mais ça a réellement existé, le transfert et la vente des terres. Et donc, va y avoir une forme d'abandon des élites au moment où il y a le plus besoin
de cristalliser ce mouvement national palestinien. Et donc, l'émergence de ce mouvement national, entre les années 30 et les années 40, va en fait assez rapidement s'étioler et sous le coup du départ de cette élite. Ça me permet une transition d'ailleurs parce que je mentionnais les chiffres de la Nakba. Autre lieu commun, et à mon avis qui est intéressant à regarder, donc c'est 700 à 900 000 Palestiniens qui sont chassés de leurs terres dans ce qui correspond dans le plan de partage adopté par les Nations Unies en 1947 au futur État d'Israël. En réalité, le tiers d'entre eux sont chassés de leurs terres avant mai 48, c'est-à-dire avant le déclenchement de la guerre israélo-arabe. La raison pour laquelle ce chiffre me paraît important, c'est encore une fois parce que souvent on perçoit l'histoire palestinienne comme réactive à des éléments qui lui sont étrangers. Et donc là, le déplacement forcé de la population palestinienne en 48, après avoir été longtemps nié, mais aurait été une conséquence en réalité de l'engagement militaire arabe. Et en fait, on voit que ça lui préexiste que en réalité, dès l'annonce du plan de partage en novembre 47, il commence à y avoir une mobilisation armée importante et les premiers villages déplacés et rasés on va en être témoin dès novembre 47. Et donc, au 14 mai 48, il y a déjà environ 300 000 Palestiniens qui sont sur les routes de l'exil et c'est un phénomène qui va s'accélérer jusqu'à la fin 49. Ce qui souvent fait dire aux historiens palestiniens que la Nakba, c'est pas 48, c'est plutôt une période qu'on va englobée entre 1947 et 1949, parce qu'elle préexiste la guerre et elle va s'étendre jusque dans les derniers mois où la conflictualité baisse et il y a des arrangements et des cessez-le-feu sur plusieurs lignes de front. Mais entre-temps, cette population, elle va connaître l'exil. Et donc, en exil, toutes ces différences dont je vous ai parlé, et auxquelles j'aurais pu rajouter des différences significatives, suivant qu'on soit palestinien de la côte, palestinien de la Cisjordanie, qui est plutôt une région montagneuse, euh, il va y avoir un brassage énorme du fait de cet exil forcé, précipité, au sein des camps de réfugiés. Donc là encore, il y a une toute petite parcelle d'élite qui va réussir à sortir des camps. Si je prends l'exemple libanais, il y a aussi une politique sectaire libanaise qui va octroyer la nationalité libanaise à quelques milliers de Palestiniens chrétiens parce que ça ne vient pas complètement contredire l'équilibre extrêmement précaire entre les différentes communautés religieuses libanaises qui sont au fondement de leur équilibre politique. Mais la très grande majorité étant sunnite, ça aurait renversé l'équilibre. Ils sont interdits d'accès à la citoyenneté, tenus dans les camps jusqu'à aujourd'hui pour 250 000 d'entre eux. Et donc, au sein de ces camps, se reforme une société palestinienne en exil, où là, soudainement, d'une, les questions de classe ne comptent plus parce que tout le monde est parti avec une valise. Les origines géographiques non plus. Il va y avoir un vrai brassage entre ces différentes origines sociales, géographiques. Et donc, au-delà de la torpeur de cet exil imposé, il y a une reconstitution de la société palestinienne en exil qui est liée à ce désenclavement de ces différentes catégories sociales préexistantes. C'est une expérience qui est unique, en tout cas du point de vue de l'historiographie, de l'histoire palestinienne, mais qui est assez singulière d'avoir tout d'un coup toutes ces identités sociales qui volent en éclats et toute cette population qui se retrouve à réinventer une façon d'être dans ces lieux d'exil. Et donc, c'est là que va se cristalliser ce qu'on va connaître aujourd'hui, qui est le mouvement national palestinien contemporain. Et donc, il va se passer en une décennie extrêmement noire d'arriver dans ces camps, avec une obsession du retour. Et puis, peu à peu, la prise en compte que c'est un temporaire qui est fait pour durer, que la gestion des différents pays arabes où s'installent ces camps de réfugiés varie grandement et va aussi informer la façon dont les Palestiniens se mobilisent. En Jordanie, en Syrie, au Liban, on n'a pas du tout les mêmes configurations. La situation la plus difficile était en Liban, où il y a vraiment une exclusion sociale de certains pans d'accès au marché du travail, de droits sociaux. En Syrie, on a tendance à considérer que c'était une des situations les plus favorables, parce qu'ils avaient les mêmes droits sociaux que les Syriens, sans les droits politiques, mais on peut
assez facilement faire le pari que le poids des droits politiques des Syriens n'était pas très important, et donc cette différence était quand même relativement ténue. Et en Jordanie, ça va être encore une troisième trajectoire, mais je ne vais pas vous inonder de ces comparaisons, puisque pendant très longtemps, la Jordanie avait velléité d'annexion de la Cisjordanie et d'intégration de la population palestinienne en son sein, et donc on était plutôt sur ce rapport-là. Mais donc, dans ces lieux d'exil, va se recomposer un mouvement national palestinien qui va donner naissance à certaines des grandes formations que vous pouvez connaître aujourd'hui et qui, en réalité, sont elles-mêmes marquées de l'empreinte de ces débats que j'ai pu signaler qui émergeaient dès la fin du 19e. Donc, on va dire, deux grands camps politiques qui vont naître et puis un troisième qui va naître beaucoup plus tard et au sein des territoires palestiniens. Mais on a une grande famille de mouvements de gauche euh, qui sont d'abord pan-arabes, avant de donner, donc c'est le mouvement des nationalistes arabes, qui, après la défaite des pays arabes en 67, va s'étioler. Je veux dire, les grandes figures du panarabisme vont perdre de leur crédit, cette idéologie va être démonétisée, et donc les anciens mouvements pan-arabes, dont un des principaux était le mouvement des nationalistes arabes, va donner lieu à des nationalismes locaux. Ce qui va donner naissance au Front populaire de libération de la Palestine, au Front démocratique de libération de la Palestine, qui sont les deux grands représentants du camp de la gauche des Palestiniens en exil, très volontairement, parce que sinon on en aurait pour 6 heures. Je ne vais pas retracer la trajectoire des Palestiniens d'Israël, notamment de gauche, où il y a une pluralité d'histoires des partis communistes à cet endroit-là. D'autres le font d'ailleurs beaucoup mieux que moi, mais juste pour vous donner cet exemple, et le Fatah. Et donc le Fatah est l'exemple d'un parti palestinien au contour idéologique extrêmement flou, mais qui va faire en réalité de cette défense de l'identité nationale palestinienne et qui pourrait presque reprendre les mots mot à mot d'Elias Sambar que tu as lu tout à l'heure, faire exister la question palestinienne par et pour les Palestiniens, ça peut être quelque part le résumé idéologique de Fatah quand il naît au milieu des années 60. Cette société palestinienne politique de l'exil qui va se constituer au sein de l'Organisation de libération de la Palestine. D'abord, une espèce de parapluie institutionnel qui va permettre aux pays arabes d'octroyer un siège autour de la table de la Ligue arabe aux Palestiniens, mais qui aurait été complètement vide de sens, va progressivement être investi par ces forces palestiniennes et devenir ce qu'on a pu appeler un proto-État dans les camps, parce que c'est une institution qui gère à la fois la diversité des représentations politiques, l'organisation de la vie associative, culturelle, économique, financière, syndicale, et qui va être un concurrent direct des États dans lesquels il s'implante, au risque d'ailleurs, alors pas en Syrie où ils ont été très rapidement désarmés, mais en Jordanie et au Liban, de participer à des phénomènes de guerre civile ou de quasi-guerre civile en Jordanie. Mais l'OLP va, et puis elle cohabite avec l'UNRWA, qui est l'Organisation des Nations Unies en charge du soutien aux réfugiés palestiniens. Voilà comment petit à petit, on arrive à la constitution de la scène politique palestinienne telle que vous pouvez la connaître. 82, c'est l'invasion israélienne du Liban, le départ de l'OLP dans plein de pays, mais notamment la Tunisie, vont se poser ses cadres. Alors même si Arafat revient en Tunisie en 84, l'OLP est en exil et suit, pour compléter le tableau, une trajectoire politique différente au sein des territoires palestiniens. Alors eux, depuis 67, ils vivent une autre réalité que celle de l'exil. Ils vivent l'occupation totale à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est par l'armée israélienne. Donc c'est une grande coupure entre les territoires et l'exil. Et d'ailleurs, j'aurais pu commencer par, enfin j'aurais pu à un moment le dire de façon plus explicite, mais ce qui va aussi informer l'identité nationale palestinienne contemporaine, c'est sa pluralité de trajectoires à la fois entre donc ce que je vais appeler la diaspora, c'est les Palestiniens qui sont hors de Palestine, mais pas dans des situations de réfugiés, qui disposent d'une autre nationalité, qui ont une trajectoire soit d'immigration en Amérique du Sud qui était préalable, soit plus tard en Amérique du Nord, Europe et dans le Golfe, où ils ont pu acquérir une autre nationalité. Donc ça, c'est la diaspora. L'exil, ça va être les Palestiniens maintenus en situation de grande précarité, Jordanie, Liban, Syrie et dans une très infime mesure l'Égypte.
il y a les Palestiniens des territoires et puis il y a les Palestiniens titulaires de la carte d'identité israélienne. Et donc, il y a déjà une pluralité d'identités administratives. C'est aussi des ruptures dans la capacité à se côtoyer. Et l'occupation en 67 vient aggraver cette réalité. Et donc, va y avoir dans les territoires l'émergence d'une troisième grand courant politique palestinien qui va être l'islam politique structuré principalement autour du Hamas, même si le djihad islamique le précède de quelques années. C'est une force qui reste relativement secondaire. Bon, je, je pourrais détailler si ça intéresse certaines et certains d'entre vous dans les questions et les réponses, mais c'est une force qui ne s'étant jamais impliqué dans la compétition électorale, a une existence avant tout milicienne. La vraie force qui émerge dans les territoires et qui va se penser en opposition à l'OLP à partir de 87, c'est le Hamas, dont toutes et tous, vous avez tout à fait conscience qu'il existe très visiblement jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est le tableau de cette société palestinienne et de la cristallisation de ces représentations politiques, disons, entre le milieu des années 60 et la fin des années 80, vont se cristalliser toutes ces grandes familles politiques qui existent encore. Ce dont on peut être témoin, c'est un rééquilibrage du rapport de force entre elles, avec notamment un affaissement du poids des partis de gauche, je veux dire, de façon assez structurante depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. En ça, il n'y a malheureusement aucune singularité palestinienne. Je veux dire, c'est une trajectoire qui est commune je veux dire, je pense aux une grande partie des pays et de la région, et puis proche de chez nous. Le Fatah va avoir une redéfinition idéologique de plus en plus souple qu'il fait exister toujours autant aujourd'hui, mais où cohabitent des gens avec des oppositions, enfin avec des opinions singulièrement différentes. Euh, et puis le Hamas va vivre ces 10 premières années ou 15 premières années dans une double opposition et à Israël et à l'OLP. Et puis à partir de 2007, je vais essayer de garder une forme de chronologie, et la division interpalestinienne, il va rentrer, il va y avoir une double concurrence sur le point de la légitimité politique et de l'administration palestinienne entre le gouvernement de Ramallah et le gouvernement de Gaza. Je regarde l'heure pour pas être complètement en retard. Ça, je vais prendre encore 5 minutes si ça vous va. Ça, c'est le panorama, disons, à très très grossier. Et pourtant, j'ai été déjà un petit peu long. La, la raison pour laquelle je suis rentré sur ces questions de classe longuement au début, c'était pour expliquer ce qui va, le chambardement que représente, chambardement n'est pas le bon mot, le bouleversement que représente 48 du point de vue de l'histoire sociale palestinienne, parce que c'est une fracture de toutes ces catégories préexistantes. Et c'est dans ce monde complètement composite que vont naître les partis auxquels on est confronté aujourd'hui. Si on fait un saut dans le temps et si j'essaye de dire qu'il n'y a pas eu de bouleversements sociaux et sociologiques entre les années 80 et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la société palestinienne aujourd'hui? C'est d'abord et avant tout, pour reprendre les mots de Sambar, un maintien dans l'exil de 50% d'entre eux. En tout cas, un maintien hors des frontières de Palestine de 50% d'entre eux. Et ça pèse grandement, même si c'est plus du tout un facteur de mobilisation fort, notamment des élites politiques palestiniennes. On l'a vu, il y a eu une visite de Mahmoud Abbas là au Liban qui a été très mal perçue par les réfugiés parce qu'ils ont vraiment un sentiment d'abandon qui est extrêmement fort, d'abandon à la fois par leur pays hôte, qui ne les ont jamais vraiment pris en compte, un abandon par leur centre politique palestinien. Et puis une offensive qui est menée contre l'UNRWA, qui était finalement leur dernier parapluie de survie. Donc la première des réalités, c'est à mon sens cette permanence de l'exil. La seconde, c'est que cette différenciation des statuts légaux qui va informer à la fois les capacités d'accès à certaines ressources économiques, de déplacement, mais qui va aussi contraindre les mariages, les amitiés, va participer du morcellement de la société palestinienne. Euh, j'ai l'impression que mes collègues et moi, on cherche régulièrement des synonymes à ça. Il y en a qui plus joliment parlent de mosaïque, certains d'éclatement, mais en tout cas, il y a durablement cette distinction des vécus palestiniens au regard des différentes identités légales qu'ils ont, parce qu'elles contraignent leurs droits et leurs devoirs. Et puis, plus proche de nous,
Il y a aujourd'hui, euh, et ça je pense que ça va être l'objet peut-être de notre discussion, il y a une très très forte coupure pendant, je dirais, jusqu'au milieu des années 2010 entre les Palestiniens d'Israël et les Palestiniens des territoires qui avaient commencé à se renouer, qui aujourd'hui enfin, est périlleuse parce qu'il y a une répression forte contre les mobilisations des Palestiniens d'Israël. Mais il y avait un semblant de regain de liens, mais ça reste des trajectoires extrêmement différenciées. Les Palestiniens de Gaza, depuis 2007, le blocus provoque aussi le fait que les autres Palestiniens ne les connaissent plus. Et donc, il y a vraiment une différence, enfin, il y a vraiment un vécu gazaoui qui est différent des autres, et au sein de la Cisjordanie. Et je ne vous apprends rien, il y a un durcissement des conditions à la fois économiques et sécuritaires très fort aujourd'hui, avec évidemment une tentation pour beaucoup enfin pour certains du départ et ces formes de réaction à la situation contemporaine, ce qu'on a pendant longtemps appelé le statu quo dans les territoires, a provoqué, à mon sens, trois grandes dynamiques. Le premier, c'est une fracture de plus en plus évidente avec la classe politique palestinienne, entre sa société et sa classe politique. Fracture qui d'ailleurs n'est pas forcément toujours sur une position plus radicale, mais en tout cas une critique très forte sur la légitimité de cet appareil politique palestinien dans le contexte actuel. Le deuxième, ça a été un regain de conservatisme et de religiosité, et qui était déjà évident à la fin de la seconde intifada. Si vous prenez la société de Naplouse avant 2000 et après 2008, parce que c'est une des villes qui a été le plus enfermée, euh, c'est assez exemplaire, l'enfermement et la dureté de la réalité, enfin, des réalités sociales, a comme conséquence une montée de la religiosité et du conservatisme dont on est aujourd'hui témoin en Cisjordanie. Le troisième, c'est la réémergence en 2021 de groupes armés en Palestine et qui vont à peu près indistinctement, ce qui est une rupture totale dans l'histoire politique récente palestinienne, s'en prendre et à l'armée israélienne et aux forces de sécurité palestiniennes. Et donc, alors vous avez remarqué que jusqu'à présent, j'ai réussi à ne même pas parler du 7 octobre et de la suite, mais parce que je pense que l'intérêt, bon, déjà, le livre qu'on avait pensé se placer avant, mais l'intérêt, c'était d'offrir une identification ou un aperçu de ce que c'était que la société palestinienne à l'orée de ces 18 derniers mois. On a été beaucoup plus mobilisés et attentifs, mais qui n'était pas elle-même bercée d'illusions quant à ce statu quo. Elle voyait ce délitement social. Je pourrais rentrer pour donner un dernier exemple. Le poids de l'occupation dans les territoires se traduit principalement, par beaucoup de réalités, mais principalement donc par ces contraintes que j'ai posées, par l'enfermement. On a eu 1 million de Palestiniens enfermés depuis 67, donc l'expérience carcérale a durablement marqué la société palestinienne des territoires. Et puis, le recrutement d'informateurs palestiniens a aussi profondément miné au sein des espaces les plus fermés, que les classes populaires ou les camps de réfugiés, des liens de confiance, des liens de famille, des liens d'amitié. Et donc, il y a aussi un délitement du lien social qui est provoqué à la fois par la poussée autoritariste de l'autorité palestinienne et par la permanence de l'occupation, pardon. Euh, Parce que ces phénomènes-là ont une résonance intime très forte et vont provoquer de la défiance, de la méfiance. Et aujourd'hui, c'est une société qui est plongée là-dedans. Voilà. Donc là, je m'arrête juste avant les 18 derniers mois. Pas du tout pour les contourner. Je peux répondre à toutes les questions sur l'après, mais ça me permettait de donner ce recul d'un siècle. Alors merci, merci beaucoup. Et justement, tu en as parlé un peu à la fin, mais je pense que c'est réellement important de s'y pencher un peu plus sur l'expérience carcérale. Tu as dit le chiffre. En fait, depuis 1967, c'est environ 4 Palestiniens sur 10, principalement des hommes, qui font l'expérience des prisons israéliennes. Mais on le voit aussi dans les rapports des ONG, ça peut être aussi des femmes et même des mineurs. Euh, et ça, c'est quand même pas anodin. C'est-à-dire qu'en fait, sur ce que ça fait sur une société, de se retrouver avec autant de membres qui sont arrêtés, qui font l'expérience de la prison. Un rapport récent de l'ONG israélienne B'Tselem révélait des nombreux cas de torture, notamment.
Et actuellement, il est, je crois, estimé qu'environ plus de 10 000 Palestiniennes et Palestiniens seraient en prison, euh, et souvent détenus, enfin, arbitrairement, hein. Enfin, vraiment, on est hors d'un cadre de droit. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de comment ça se passe, en fait? Comment ça s'organise? Euh, La réalité carcérale, bon, les chiffres que tu as donnés sont tout à fait justes, hein, euh, pour avoir vraiment deux ordres de grandeur et pour le redire. Donc, c'est 1 million de personnes depuis 67. Et dans une classe d'âge donnée, c'est 4 hommes sur 10. Et donc, il y a, je dirais, à exception statistique près, aucune famille palestinienne qui est immune d'avoir eu un, mais souvent plusieurs membres de la famille passés par la prison. Euh, le système carcéral dans les territoires euh, et la poursuite de l'occupation militaire. Donc les Palestiniens dans les territoires sont régis par des ordres militaires, par une justice militaire, avec des pouvoirs extensifs, avec une justice qui n'est pas du tout donnée selon les standards d'une justice civile, qui aboutit dans plus de 99% des cas à la reconnaissance de culpabilité. Quand il y a procès, parce que tu l'as mentionné, comment dire, le code, enfin, le système judiciaire israélien mobilisé contre les Palestiniens des territoires reprend une loi d'exception britannique qui avait été mise en place pour lutter et contre le mouvement sioniste et contre les mouvements palestiniens, qui est ce qu'on appelle la détention administrative. La détention administrative, c'est la possibilité d'avoir un enfermement, de 6 mois renouvelable indéfiniment, sans procès. Et donc là, on rentre dans une deuxième catégorie de prisonniers, c'est-à-dire qu'on a à la fois ceux qui sont reconnus coupables par une justice qui, de toute façon, à exception près, reconnaît coupables tous les gens qui lui sont présentés. Et puis en plus, on a des moyens d'avoir des détentions sans procès. S'ajoute d'ailleurs depuis la création de l'autorité palestinienne la coopération, ce qu'on appelle la coopération sécuritaire, qui est vraiment la clé de voûte de la relation entre le gouvernement israélien et l'autorité palestinienne, qui fait que parfois des détenus, enfin des activistes, militants, intellectuels, combattants palestiniens peuvent être arrêtés par l'autorité palestinienne, faire un premier temps de prison dans les territoires palestiniens, être transféré à l'armée israélienne ou inversement. Et donc, il y a cette dualité qui est venue se rajouter à l'expérience carcérale et qui d'ailleurs a fait dire à beaucoup de prisonniers qui ont vécu les deux qu'autant les mauvais traitements ou la torture infligée par l'ennemi, c'est quelque chose auquel on peut penser. Quand c'est infligé par son propre peuple, ça brise physiquement et mentalement beaucoup plus. Il y a une psychiatre palestinienne qui s'appelle Hannah Jaber qui avait documenté ça de façon, je trouve, assez exemplaire. Elle cherchait en fait dans les ressorts des troubles psychiatriques rencontrés par les Palestiniens, les traces à la fois ce qu'on appelle la résilience, le mot en arabe, voir si ça avait une vraie réalité. Et je trouve que son travail était intéressant sur justement les conditions en train de fidélité dont je parlais, de cohésion sociale qui s'écrase, et sur les expériences carcérales. Donc, c'est vraiment un système. Et si je veux renvoyer quelqu'un qui a beaucoup mieux travaillé que moi sur ces questions-là, Stéphanie Latabdala, qui a publié La toile carcérale, elle décrit à la fois ce que c'est que le vécu de la prison. C'est-à-dire que la prison, c'est à la fois un espace de non-droit, mais c'est un espace aussi comme les camps de réfugiés, c'est un espace où vont se constituer une société palestinienne politique. C'est une contre-société politique, je dirais même, puisque c'est le seul espace palestinien aujourd'hui où il n'y a pas de fracture entre les différents groupes, entre les différents partis politiques. Ça a pu être un lieu d'initiative, comme la déclaration des prisonniers, qui a été portée notamment par Marwan Barghouti. C'est un lieu d'éducation populaire, politique. Donc c'est une vraie part de la vie. Et quand je dis de la vie militante, il y a des gens qui arrivent sans vraiment avoir de passé, qui ont été arrêtés parce que pour le port d'un drapeau, pour le jet d'une pierre, pour faire pression sur quelqu'un dans la famille. Tout le monde n'arrive pas avec un casier extrêmement chargé. Et donc, ces gens-là, il y a un apprentissage politique qui se fait en prison, mais c'est aussi un système parce que ça déstabilise complètement une société. Parce qu'on a des pères, des frères qui vont disparaître pendant des très longues périodes. C'est une déstabilisation
du tissu social, de la cellule familiale. C'est une déstabilisation des capacités productives à l'échelle nationale. Et c'est un moyen de contrôle extrêmement fort. Et effectivement, aujourd'hui, alors j'ai cru voir passer dans le chat que on avait les derniers, euh, les dernières incarcérations, mais effectivement, en tout cas, ce que j'avais en tête, c'était environ 10 000. En tout cas, il y a eu 10 000 personnes de plus d'arrêtées en janvier depuis le 7 octobre. Alors, dans ce mouvement, il y en avait 5 000 avant le 7 octobre en prison. Donc, il y a des mouvements très indépendamment des négociations sur les libérations d'otages et de prisonniers. Il y a des gens qui arrivent à la fin de leur peine. Donc, les chiffres ne sont pas complètement cumulatifs. Mais oui, il y a une gestion extrêmement vive de la population des territoires par le fait carcéral. Et c'est aujourd'hui, je pense, une des expériences qui singularise les Palestiniens des territoires des autres trajectoires palestiniennes. Merci. Alors, je vais poser une dernière question avant de laisser les participants échanger avec toi. C'est sur les accords d'Oslo qui ont donné naissance à l'autorité palestinienne et comment est-ce que tu peux un peu brièvement décrire en fait c'est quoi l'autorité palestinienne, quelles sont exactement les limites de son pouvoir et on nous parlait un peu des accords d'Oslo qui avaient été vus comme la promesse d'une paix. Euh, voilà. Alors, les accords d'Oslo, on leur fait souvent dire des choses qu'ils n'ont pas dit. La première chose qu'ils n'ont pas dit, c'est parler d'État palestinien. Les accords d'Oslo sont d'abord et avant tout des accords de reconnaissance mutuelle assez inégaux parce que le mouvement national palestinien cristallise dans la signature des accords d'Oslo quelque chose qui était latent depuis le congrès de l'OLP de 73-74, beaucoup plus prégnant depuis sa déclaration d'indépendance à Alger en 88, de reconnaissance de l'État d'Israël, donc c'est-à-dire son adhésion euh, à la solution à deux États, la partition votée en 47. En contrepartie, Israël reconnaissait la légitimité de l'OLP comme représentant du peuple palestinien. Ce qui permettait, bon, déjà l'ouverture de discussions officielles, même si depuis les années 70, il y avait, notamment en Europe, des lieux de rencontre entre l'OLP et des Israéliens. Mais ça officialise cette possibilité. Ça redonne du crédit politique à l'OLP à un moment où elle vacillait sur la scène internationale parce qu'elle sortait d'une période où elle avait trouvé la juste cause sous prétexte de ne pas vouloir s'immiscer dans les différends arabes, de se ranger du côté de Saddam Hussein lors de l'invention du Koweït, ce qu'il avait largement marginalisé. Mais au-delà de cette reconnaissance, donc la reconnaissance c'est 93, et puis les accords d'Oslo en fait se déclinent après en 94 et 95, c'est la création, en fait c'est un package, pour reprendre une terminologie diplomatique très contemporaine en ce moment, la définition d'une période de 5 ans au sein de laquelle doit y avoir un retrait programmé de l'armée israélienne des territoires occupés. Et à la conclusion de ces 5 ans, la fin des négociations sur ce qu'on appelle le statut permanent, c'est-à-dire tout l'ensemble des questions qui n'auront jamais été résolues par Oslo, saillantes. La définition des frontières, le sort des réfugiés, le sort de Jérusalem, la question du partage de l'eau, des colonies, bref, tout ce qui fait achoper les négociations, ont été renvoyées à plus tard. Et dans cette période transitoire de 5 ans, est créé un ovni politique qu'on appelle l'Autorité nationale palestinienne, qui a pour but d'administrer les territoires et d'être l'interlocuteur des Israéliens pour penser ce retrait programmé. D'où d'ailleurs la définition des zones A, B et C, parce que c'est en fonction de ces zones-là que sont pensés le redéploiement des Israéliens. Alors, seconde chose que les accords ne prévoient pas, c'est le gel de la colonisation. La colonisation n'est pas du tout affectée par la signature des accords d'Oslo. Quand on regarde, et on l'avait fait dans le cadre du livre, le nombre d'habitants dans les colonies, il y a absolument aucun accro en 93 ou après. C'est très linéaire. La progression qui a un petit peu accéléré ces dernières années, mais en réalité, c'est un phénomène qui est vraiment très linéaire sur les 50 dernières années. Donc voilà ce qu'on ne peut pas faire dire à Oslo, c'est ça. On ne peut pas faire dire à Oslo qu'il a promis un État qu'il n'a pas fait. On ne peut pas faire dire à Oslo qu'il a promis la fin d'une colonisation qu'il n'avait pas promis. Alors pourquoi ça a été si mal signé?
Alors, j'étais pas là pour le faire. Il y a plein de thèses. L'une des thèses de Saeb Erekat, qui était le grand négociateur palestinien, c'est que l'équipe palestinienne envoyée à Oslo était particulièrement faible. Il faut savoir que là, on sortait d'une grande conférence régionale qu'on appelait la conférence de Madrid en 91. Et en fait, il n'y avait pas un seul couloir de négociation israélo-palestinien à Oslo, particulièrement secret, où il n'y avait que trois ou quatre envoyés palestiniens. Il y en avait plusieurs à Moscou, à Washington, qui étaient beaucoup plus publics et beaucoup mieux dotés intellectuellement. Une autre relecture dit que les Israéliens n'auraient pas signé autre chose que quelque chose qui justement les contraignait pas de ce point de vue-là. Mais donc Oslo, c'est la création de cette chose politique qui est très officiellement sous la tutelle de l'OLP, mais en fait qui s'en est progressivement affranchi jusqu'à un décret de 2012-2013 qui se renomme État de Palestine, où il y a une singulière coupure avec les institutions de l'OLP. L'autorité va progressivement gagner en compétences, notamment diplomatiques, qu'elle n'avait pas le droit d'avoir dans les accords d'Oslo, avec une multiplication des services de sécurité qui n'était pas prévue par les accords d'Oslo, tant qu'elle tient sur les deux jambes qui la lient dans son pacte avec le gouvernement israélien, qui sont à la fois sa coopération sécuritaire, et donc c'est de l'échange d'informations, de renseignements, la permissivité pour l'armée israélienne d'opérer dans les territoires sans entrave. Mais l'autre pilier qu'on oublie parfois, c'est l'intégration économique des territoires au sein du marché israélien, qui font globalement c'est le volet économique des accords d'Oslo, qui est l'accord de Paris, qui fait, qui place les territoires sous une totale dépendance du marché israélien, à la fois comme déversoir de la surproduction israélienne, mais en interdisant quasiment de fait le développement et du secteur de services et du secteur industriel sous des couverts de sécurité, et donc qui participe de ce que les économistes du développement appellent en Palestine le dédéveloppement, c'est-à-dire l'organisation administrative des entraves au développement économique des territoires palestiniens. Bon, ça, c'est les deux jambes sur lesquelles se pense l'autorité palestinienne. Elle est devenue progressivement, alors ça a toujours été un pouvoir qui était marqué par euh, une forme de collusion, de cooptation de ses élites, d'un manque évident de transparence sur l'utilisation de ses fonds publics, des dynamiques qui se sont aggravées. Mais au-delà de cette, disons que de cette mauvaise gestion, la trajectoire à laquelle on assiste depuis une quinzaine d'années, c'est une montée extrêmement dure de la poussée autoritaire. Cette poussée autoritaire, elle se manifeste par l'enfermement, la dénonciation de toute voix opposée à l'autorité, alors qu'elles viennent des islamistes, de la gauche, d'intellectuels libéraux. Toute critique est aujourd'hui interdite. Il y a une mainmise sur l'organisation des syndicats, sur les élections étudiantes. Il y a un vrai durcissement du rapport entre la population et ses dirigeants qui font penser à des régimes autoritaires à la Ben Ali ou Moubarak, c'est-à-dire des régimes autoritaires qu'on a vus pré-printemps arabe. Alors, pas les nouvelles versions Kais Saïd, Maréchal Sissi, mais vraiment ces vieux autoritarismes-là. Et puis après 2006, donc après les élections de 2006, qu'ont vu le Hamas remporter les élections législatives, le refus du Fatah de laisser le pouvoir, l'enfermement par Israël d'une partie des députés nouvellement élus et le contournement par l'Union européenne de ses mécanismes de financement pour ne pas financer un gouvernement qui aurait été marqué par le Hamas. Il y a eu une montée des tensions entre les deux grands partis palestiniens qui a abouti à l'éviction de la bande de Gaza du Fatah et la constitution par le Hamas d'un gouvernement dans la bande de Gaza et le repli sur la Cisjordanie du gouvernement du Fatah. Tout ça est donnant une architecture, donc sous occupation, une dualité de gouvernement aussi autoritaire l'un que l'autre, et qui n'ont pas été confrontés à des élections depuis 2006-2007, sauf de rares élections municipales, soit très largement entachées de malversations, soit boycottées par les différents partis politiques. Donc voilà l'état globalement de la scène politique contemporaine.